à tous. Tout le monde ou presque connaît les Hospices de Beaune. Sa réputation est nationale et, disons-le, mondiale. Mes propres cousins américains, qui pourtant habitent du côté de Seattle, connaissent les Hospices de Beaune. En tout cas, les gens pensent les connaître, mais est-ce bien le cas ? Lors de ma nomination, il y a quelques semaines, plusieurs amis m'ont dit « Ah bon, tu n'es plus directeur d'hôpital ?» Je pense donc qu'il est utile de faire une piqûre de rappel sur ce que sont les Hospices civils de Beaune. C'est avant tout un établissement de santé publique composé de plusieurs entités réparties sur un territoire pour la prise en charge d'environ 110 000 habitants. Il se compose de l'hôpital de Beaune, bien entendu, mais aussi de Sœurs, de Nuit-Saint-Georges et d'Arnay-le-Duc. Cet ensemble hospitalier comporte environ 1 000 places, avec une filière gériatrique, de la médecine aiguë à l'EHPAD en passant par la rééducation, importante au vu des caractéristiques de notre territoire. De nombreuses activités de médecine et de chirurgie y sont présentes, ainsi qu'un service d'urgence, un SMUR ou encore une maternité faisant environ 700 naissances par an. Les Hospices civils de Beaune et leurs 1500 personnels, que j'en profite pour remercier pour leur implication sans faille, sont donc un acteur majeur de la prise en charge de la population, conforté par son rôle d'établissement support du groupement hospitalier territoire Sud-Côte d'Or. Mais c'est par son histoire et le patrimoine qui en résulte encore aujourd'hui que les hospices sont connus dans le monde entier. En effet, depuis sa fondation en 1443, Alain en a parlé, par Nicolas Rollin et Guigone de Salins, les Hospices de Beaune ont bénéficié de nombreux dons, legs et privilèges afin de financer ces activités. Cela n'a pas tout de suite débuté par la vigne, mais par des droits sur les revenus des salines, toutes proches. Et oui, au Moyen-Âge, c'était le sel qui rapportait plus et qui était plus sûr que les revenus de la vigne. Heureusement, des gens visionnaires, très vite, ont fait don de vignes, plutôt pour la consommation des patients d'ailleurs. Cette tradition a perduré malgré les vicissitudes de l'histoire, en particulier lorsque les Hospices de Beaune ont perdu beaucoup de leurs sources de revenus à la Révolution, au point de penser à vendre leurs vignes au cours du XIXe siècle. Actuellement, le domaine représente 60 hectares. Il ne faut pas oublier également, j'en profite, que depuis la fusion avec l'hôpital de Nuit-Saint-Georges en 2016, le domaine des hospices de nuit de 12 hectares fait partie des Hospices civils de Beaune. Enfin, les Hospices de Beaune, c'est aussi un patrimoine immobilier hors norme, avec en particulier ce chef-d'œuvre qu'est l'Hôtel-Dieu, site touristique payant le plus visité de Bourgogne-Franche-Comté, et avec plus de 400 000 visiteurs par an. Après bientôt 600 ans, les hospices doivent continuer à innover et à se réinventer, tout en gardant son identité exceptionnelle. Nous sommes à un moment charnière, où le paysage de la santé évolue et dans lequel nous devons conforter notre place face aux nombreux défis que vous connaissez, la crise d'attractivité des métiers de la santé ou encore la modernisation des infrastructures et des équipements. Ainsi, nous avons de nombreux projets à financer, comme l'a dit Alain, pour améliorer les prises en charge et les conditions de travail. Tout d'abord, la construction d'un bâtiment de presque 16 000 m² pour remplacer le premier bâtiment de l'ère moderne des hospices, qui a ouvert en 1971 et qui n'est plus adapté. Celui-ci accueillera les services de médecine, de gériatrie, de chirurgie, dont l'ambulatoire en pleine expansion, la maternité, la pédiatrie, les soins intensifs, la rééducation cardiaque, l'un des derniers services qui a ouvert, l'hospitalisation à domicile ou encore la pharmacie et des services logistiques. Tout ça, évidemment, dans une démarche HQE. C'est un projet, Alain l'a rappelé, de plus de 95 millions d'euros. Il y a également la reconstruction de l'hôpital de Sœurs, labellisé hôpital de proximité, pour un montant anticipé d'environ 25 millions d'euros afin de renforcer son rôle sur son territoire. Il y a également un sujet qui me tient à cœur, la rénovation et la réhabilitation du patrimoine immobilier nombreux des hospices pour créer des logements avec des loyers préférentiels pour nos professionnels afin d'être attractifs dans une zone où l'immobilier est, concédons-le, assez cher. Il y a également la réhabilitation d'EHPAD, la modernisation de la cuverie, la modernisation en profondeur des systèmes d'information dans une optique de filière territoriale de prise en charge, et enfin le projet de Grand Hôtel-Dieu afin de préserver le monument et réinventer la muséographie et l'accueil des visiteurs.
Vous voyez que les projets d'importance ne manquent pas. Nous avons donc, plus que jamais, besoin de la générosité de nos bienfaiteurs pour que les hospices de Beaune puissent s'inscrire durablement dans son territoire et assurer ses missions de santé publique en améliorant les prises en charge des patients, leur accueil et les conditions de travail. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si j'ai été très très clair. Soyez pas timide. Hein. C'est ça, c'est toujours le début qui est plus compliqué. Tu vois. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, je serai juste à côté. Et je passe la parole à Marianne Ginoux, directrice générale de Sotheby's. Bonjour à tous. C'est un grand honneur et un grand plaisir de me trouver à nouveau sous la halle de Beaune. C'est notre 3e année de vente pour Sotheby's aux côtés des hospices de Beaune. Et nous nous attelons donc avec toujours plus de passion et de fierté à contribuer au succès renouvelé de cette vente exceptionnelle qui est une priorité pour Sotheby's en France et à l'international. La barre a été passée très haut en 2022 avec le résultat record que vous connaissez. Résultat qui a témoigné à la fois de l'excellente qualité des vins produits par Ludivine Griveaux et son équipe et par la demande mondiale pour des vins de Bourgogne de très grande qualité. C'est en effet sur les vins de Bourgogne que les ventes de Sotheby's ont le plus progressé au cours de la dernière décennie. Le contexte de vente mondiale de vins et spiritueux est très porteur. En 2022, elles ont atteint un total record de 158 millions de dollars, ce qui dépassait le record précédent de 2021 de plus de 20%. Ces records plaçaient Sotheby's comme leader mondial sur la spécialité des ventes de vin. Et ce succès franc et régulier couronne aussi les efforts que le département des vins, fondé depuis 50 ans, fait régulièrement et chaque année et nous confère un rôle d'acteur incontournable. Alors pour cette 163e vente des vins des hospices de Beaune, c'est la dernière ligne droite pour tous les acteurs de la vente et pour nous, toutes les équipes de Sotheby's, après des mois de préparation aux côtés des équipes des hospices de Beaune. Donc vous le voyez, dans les rues et sous la halle, nous avons déployé ce week-end toutes nos équipes nombreuses, nos opérations, dans la grande halle de Beaune. C'est le point d'ordre d'une préparation longue et minutieuse, avec notamment l'organisation pendant plusieurs mois d'une campagne et d'un programme de promotion, d'une tournée de dégustation à travers les différents continents, donc les Amériques, l'Asie, l'Europe, de Mexico City à Los Angeles, en passant par Hong Kong et Taipei, pour citer quelques-unes des destinations de notre tournée mondiale, enfin de la tournée des vins des hospices de Beaune, pour faire découvrir et aimer ces vins. Et comme le disait Guillaume Corr tout à l'heure, ils sont très très connus, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à faire partager et à faire apprendre pour faire connaître le savoir-faire et l'excellence bourguignonne. Nous avons été notamment heureux de partager à nouveau cette expérience en Asie, où nous sommes aussi présents depuis 50 ans et où nous développons encore davantage nos activités avec de nouveaux établissements à Shanghai et à Séoul, et un nouveau site aussi l'année prochaine à Hong Kong. Mais plus près de nous, nous continuons nos événements à Londres, à Milan et bien sûr en France. Notre but est toujours de conforter et renforcer le rayonnement de Beaune et de ses vins, de faire connaître toutes les particularités, d'amener de nouveaux clients en travaillant aux côtés de tous les acteurs du marché en Bourgogne et de tout l'écosystème ici. Et dans cette mission de rayonnement, vous le savez, nous étions accompagnés de notre consultante Jasper Morris. Et à ce titre, je souhaite profiter d'une prise de parole aujourd'hui pour vous faire part d'un changement qui à la fois nous touche, mais nous enthousiasme aussi pour le prochain chapitre. Donc cette 163e édition marquera la fin d'un cycle, puisque le légendaire Jasper Morris, Master of Wine, va quitter son rôle de consultant à nos côtés. Jasper travaille avec nous, Sotheby's, depuis 2021 et avec les hospices de Beaune aux côtés de Ludivine Griveaux depuis 2016. Et donc nous remercions tous vraiment vivement Jasper pour l'immense talent, la générosité, la passion qu'il a
avec laquelle il a fourni aux amateurs, aux connaisseurs et à nous tous toutes les informations inestimables sur chaque millésime, avec son sourire légendaire et sa stature reconnaissable de loin. Donc vraiment, Jasper, un immense merci de notre part à tous. Donc après, lourde tâche de te remplacer, mais rapidement, grâce à toi et grâce aux échanges que nous avons eus avec l'équipe, nous allons pouvoir vous dévoiler celle qui prendra sa suite. Et nous sommes très honorés de pouvoir annoncer que Jenny Choli, Master of Wine, va prendre la suite de Jasper. Peut-être vous pouvez, je me permets, voilà. Merci beaucoup Jasper et merci beaucoup Jenny de nous rejoindre. Jenny, vous la connaissez sûrement de réputation. Donc en 2008, elle est devenue la première personne en Asie à obtenir le titre de Master of Wine. Ce titre qui est donc la plus haute distinction en matière de connaissance et de commerce du vin. Elle est notamment titulaire d'une maîtrise en politique publique de Harvard et d'un doctorat en marketing. Jenny a publié 3 livres primés, Asian Palate, Mastering Wine et The 100 Burgundy, qui a remporté en 2020 le prix gourmand du meilleur livre de vin au monde pour les vins français. Et Jenny, passionnée de Bourgogne, a aussi été nommée chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République Emmanuel Macron en 2021. Elle reprendra donc le rôle de consultant pour la vente des hospices à nos côtés et aux côtés de Ludivine Griveaux et de son équipe. Donc nous sommes très heureux de démarrer cette collaboration. Et puis, puisque je vous parle des hommes et des femmes de cette aventure éminemment humaine, je me permets de reparler des acteurs de cet après-midi. Vous retrouverez au marteau de la vente cet après-midi 3 commissaires-priseurs que vous connaissez déjà. Aurélie Van de Voorde, qui ouvrira la vente, qui avait vendu la pièce des présidents l'année dernière. Aurélie Massou, il y a 2 Aurélie, qui avait vendu la pièce du président la première année en 2021. Et Jeanne Calmont, qui était aussi présente l'année dernière et qui fera la pièce du président cette année. Une équipe très féminine pour cette 163e édition. Ainsi, nos commissaires-priseurs, mais bien sûr toutes nos équipes, sont à pied d'œuvre pour cet après-midi et faire de la vente un succès pour la vente des hospices de Beaune qui nous honore et qui nous oblige. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Denis Duverne, donc président du conseil de surveillance de la Fondation pour la recherche médicale. La Fondation pour la recherche médicale n'a pas une ancienneté aussi grande que les hospices de Beaune, mais elle remonte quand même à 1947. C'est en 1947, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que 3 grands professeurs, Jean Bernard, qui travaillait sur les leucémies et le lien entre les leucémies et le cancer, Jean Hamburger, qui a fait les premières greffes du rein, qui était aussi connu pour être le père de Michel Berger, et Jean Dosset, prix Nobel de médecine, qui a beaucoup travaillé sur les sujets de compatibilité pour les greffes d'organes. Donc la Fondation pour la recherche médicale a été créée par ces 3 grands professeurs, parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il se disait que l'État ne pourrait pas, lui seul, financer la recherche médicale. Et ils se sont dit qu'il fallait créer une association qui est ensuite devenue une fondation qui reposerait sur la générosité de ses donateurs. Aujourd'hui, la Fondation pour la recherche médicale a la chance d'avoir des donateurs qui lui donnent chaque année à peu près 60 millions d'euros. On a 300 000 donateurs. Et elle finance de la recherche sur l'ensemble des maladies. Et elle finance en particulier beaucoup de jeunes chercheurs pour amener des étudiants vers la recherche en les finançant pour leur 4e année de thèse, pour leur post-doctorat, pour qu'ils puissent commencer des travaux de recherche dans les laboratoires avant d'être recrutés par les laboratoires des CHU, du CNRS, de l'INSERM et des instituts comme Pasteur, Curie, l'Institut du cerveau, Gustave Roussy, etc. Donc, nous soutenons 400 projets de recherche par an sur toutes les maladies et l'ensemble des chercheurs sont très attachés à cette fondation parce qu'elle finance de la recherche fondamentale et c'est de la recherche fondamentale qu'on arrive ensuite à des recherches appliquées qui vont produire de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments. Alors, le lien avec le bien vieillir, c'est que depuis 2019, nous avons choisi, en plus de cette mission généraliste, de soutenir la recherche dans quatre domaines particuliers qui nous semblaient particulièrement importants. Le premier de ces domaines, et c'est celui qui nous amène ici,
c'est celui des maladies neurodégénératives. Pourquoi les maladies neurodégénératives? Parce que ces maladies touchent 1 million de personnes par an en France, parce qu'on n'a en général pas trouvé de traitement définitif pour ces maladies, parce que les laboratoires privés ont pour beaucoup d'entre eux arrêté la recherche sur ces maladies parce que ça prenait trop de temps. Et donc la recherche publique est absolument fondamentale. Et nous avons choisi une approche un peu différente qui est une approche pluridisciplinaire. On a voulu que sur ces maladies, amener des chercheurs d'autres disciplines que les neurologues pour trouver des nouvelles pistes de recherche. Et nous avons organisé depuis 2019 3 appels à projets, dont un appel à projet en 2023, pour lequel nous avons alloué 5 millions d'euros et retenu 9 projets de recherche. Nous avons un projet sur liste supplémentaire, et donc si la pièce de charité rapporte beaucoup cette année, on arrivera peut-être à financer un 10e projet. Je vais vous donner quelques indications sur ces projets, mais avant ça, je vais mentionner rapidement nos 3 axes prioritaires, nos 3 autres axes prioritaires. Le 2e axe prioritaire, c'est santé et environnement, parce qu'avec le changement climatique, avec l'augmentation de la population, avec le développement des produits phytosanitaires, des aliments transformés, etc., les problématiques de santé et d'environnement sont de plus en plus complexes. On se rend compte de plus en plus que l'environnement affecte notre santé et de façon plutôt défavorable. Le 3e axe, c'est la médecine réparatrice, tout ce qui est reconstitution d'organes, de peau, d'os, parce que c'est un domaine dans lequel la recherche nécessite plus de coopération entre le monde public et le monde industriel. Et le 4e axe, ce sont les nouvelles maladies infectieuses. Un exemple de ces maladies, c'est Covid-19. Pour revenir sur notre appel à projet de 2023, je vais vous donner quelques exemples des chercheurs que nous avons choisi d'accompagner. Le premier, c'est Maria Cecilia Angulo Jaramillo, directrice de recherche à l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris, qui explore l'impact de l'activité physique en tant que stratégie thérapeutique sur les maladies neurodégénératives. Deuxième projet, c'est un projet de Andrei Kajava, directeur de recherche au Centre de recherche en biologie cellulaire de Montpellier, qui travaille sur le rôle de certains virus, par exemple l'herpès, sur le développement des maladies neurodégénératives. Le 3e projet, et j'arrêterai là, le projet de Chiara Zurzolo, directrice de recherche à l'Institut Pasteur, qui fait des recherches sur les molécules toxiques responsables de la mort des neurones, à la fois dans la maladie de Parkinson et dans la maladie d'Alzheimer. Donc, nous comptons beaucoup sur la pièce de charité de cet après-midi pour amplifier notre effort sur ces maladies neurodégénératives qui, encore une fois, touchent 1 million de personnes directement, sans compter, bien sûr, toute la population des aidants qui sont souvent très impactés par ces maladies. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Alors, nous sommes bien sûr avec l'association IRLB très fiers de cette sélection, de cette distinction même, je dirais, puisque nous sommes une jeune association. Alors, c'est une association de recherche, donc elle sera réellement dédiée à la recherche, mais la recherche sur le bien vieillir, et tout est dans son nom, initiative de recherche pour une longévité en bonne santé. Alors, avec la Fondation pour la recherche médicale, nous sommes un peu complémentaires. C'est-à-dire que la Fondation pour la recherche médicale a pour objectif d'essayer de financer tout un ensemble de projets sur beaucoup de maladies différentes, même si cette année, un focus est donné, comme on vient de vous le dire, sur les maladies notamment neurodégénératives. Et nous, notre objectif, c'est de se focaliser sur le vieillissement et ne pas s'intéresser plus que ça aux maladies. Alors pourquoi ? En fait, quand on regarde
la recherche un petit peu sur l'ensemble des laboratoires qui s'intéressent au vieillissement sur la planète, on s'aperçoit que toutes ces maladies du vieillissement ont des dénominateurs communs. Et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en recherche fondamentale qui ont identifié ces dénominateurs communs. Et aujourd'hui, on sait que ces dénominateurs sont liés au vieillissement de nos cellules. Et si on traite le vieillissement de nos cellules, eh bien on s'aperçoit que, et il y a tout un ensemble de preuves scientifiques maintenant, qu'on arrive à retarder, voire supprimer tout un ensemble de pathologies liées à l'âge. Donc ça, c'est notre vision au niveau de l'association, cibler le vieillissement comme si c'était une maladie, faire les développements qui sont nécessaires pour pouvoir le traiter comme on traite une maladie. Ça veut dire, eh bien, d'abord diagnostiquer, évaluer le vieillissement. Et le maire de Beaune vous disait qu'effectivement, nous ne sommes pas égaux face au vieillissement. Et donc, certaines personnes vieillissent plus vite que d'autres. Et donc, il faut l'évaluer. Parfois, on n'est pas malade, mais on rentre dans un état de fragilité. Donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble de marqueurs moléculaires que l'on peut tirer du sang, qui finalement est le miroir du vieillissement de nos tissus, de nos organes, et qui nous permettrait d'alerter sur un vieillissement un peu trop accéléré qui ne correspond plus vraiment à notre vieillissement chronologique. Alors, l'argent qui sera obtenu pour cette vente de charité, cette généreuse vente de charité pour les deux associations, eh bien, en ce qui nous concerne, on souhaite développer une horloge du vieillissement avec justement une prise de sang, une simple prise de sang, pour pouvoir identifier les marqueurs qui permettent de dire de façon fiable quel âge réellement on a et s'il y a raison de s'alerter. À côté de cet objectif spécifique, cette association, elle a été créée pour soutenir ces recherches, mais aussi pour initier la mise en place sur Montpellier d'un institut de la longévité en bonne santé, auquel on croit. Et dans cet institut, eh bien, on aura, qui sera aussi multidisciplinaire, il va y avoir aussi bien de la recherche très pointue sur les cellules qui vieillissent, la sénescence, etc., mais aussi des équipes qui travailleront sur l'alimentation, l'exercice physique, etc., puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qui montrent qu'on a un bénéfice très net justement sur le vieillissement de nos cellules et sur le fait qu'on puisse vivre plus longtemps en bonne santé. Donc typiquement, je remercie par avance, bien sûr, tous les donateurs et puis surtout les hospices de Beaune pour avoir soutenu notre association qui encore une fois est très jeune. Et c'est un formidable encouragement pour continuer dans ce domaine et essayer de renforcer la recherche sur le vieillissement et en bonne santé. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver moi aussi ce matin pour vous parler peut-être pour la énième fois, pour certains, de ce fabuleux millésime 2023. Je commencerai par dire qu'il va achever un certain cycle au domaine des hospices de Beaune, qui est celui de la conversion bio. Monsieur Duverne a très justement mentionné l'environnement et la santé, qui animent au plus haut point le régisseur que je suis aussi. Quoi de plus logique pour le domaine des hospices de Beaune que de prendre soin des personnes qui vont boire nos vins, de nos acteurs au premier plan aux vignes et bien sûr de notre environnement. Cette conversion, elle prendra tout son sens en 2024. J'espère que notre audit prévu pour décembre sera couronné de succès. J'ai aussi envie de vous dire que si 2023 était un millésime un peu test pour vérifier que nous étions prêts, je crois que nous le sommes. Le mildiou et l'oïdium se sont donné le relais toute la saison avec une météo parfois clémente, parfois un peu plus capricieuse, avec une situation parfois complexe au niveau des prises de décision, mais je crois que c'est aussi dans l'adversité que l'on arrive à progresser
Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier mes équipes aux vignes, les 23 vignerons qui travaillent à mes côtés, qui sont bien évidemment dans l'ombre, mais qui aujourd'hui méritent l'embellie de la lumière qui sera portée sur le domaine, sur cette thématique très importante pour nous, pour eux, et puis aussi pour les personnes qui vont boire nos vins. Je dois remercier aussi également mes équipes à la cuverie, sans qui les vins que vous avez pu déguster ces derniers jours, ces dernières semaines n'auraient pas pu être faits. Parce que toutes ces petites mains, tous ces grands palais, tous ces muscles mis en activité et en action pour faire les pigeages, les remontages, charger les caisses, les camions, je crois qu'il est temps aussi de rendre hommage à ces personnes. Et j'ai une petite pensée particulière. Non, en fait, elle est grande, ma pensée particulière, pour Sébastien Lecomte, mon adjoint, qui est à pied d'œuvre ce matin pour faire goûter encore et encore nos jolis vins 2023. Ils sont jolis, ces vins. Je peux vous l'affirmer. Je crois que bon nombre d'entre vous les ont dégustés. Je crois aussi pouvoir dire que tout n'était pas gagné. Si très tôt, ce millésime s'est avéré extrêmement généreux dans les deux couleurs, aussi bien en chardonnay qu'en pinot noir, très tôt aussi, nous avons quand même pressenti qu'il allait falloir œuvrer pour essayer de limiter les ardeurs de nos vignes si vaillantes. Et d'ailleurs, presque anormalement vaillante dans un contexte climatique très chamboulé, avec les bouleversements climatiques que l'on connaît. Comment la vigne fait-elle ? Comment a-t-elle fait pour, une année encore, nous donner ces raisins, cette quantité de récolte qui a été celle de 2023 ? Je n'ai pas la réponse. J'aurais adoré, mais je ne l'ai pas. En revanche, ce que nous avons mis en œuvre pour essayer d'en tirer le meilleur, c'est bien évidemment une régulation de charge, une régulation des rendements. Parce que si je peux oser dire, mais c'est plus un secret pour personne, que le chardonnay supporte, de par sa génétique, de par la variété chardonnay, un petit peu mieux les rendements plus généreux, à notre sens, à nous, de ce que nous croyons aux Hospices de Beaune en tout cas, le pinot noir mérite d'être un peu plus poussé dans ses retranchements. Et il a fallu donc œuvrer, et malgré beaucoup d'efforts, malgré des ébourgeonnages, des dédoublages, des vendanges en verre, eh bien la récolte était encore très généreuse sur les pieds. Donc au moment des vendanges, que nous avons commencé le 11 septembre pour les rouges, le 8 pour les chardonnays, mais au moment des vendanges, nous avons décidé de trier de façon assez drastique, ce qui était audacieux, parce que c'est tentant de garder tout ce qui était sur les pieds. Mais à bien y regarder, tout ce qui était sur les pieds, à notre sens, dans notre position, avec le rôle que jouent nos vins au jour d'aujourd'hui pour cette vente de charité, les décisions de ne garder que les meilleurs raisins sont apparues comme une évidence. Tous les raisins n'étaient pas propices à produire les vins que nous avons à vous présenter aujourd'hui. Nous l'assumons complètement, c'est une décision difficile à prendre, c'est compliqué de dire à ces équipes d'enlever des raisins, c'est compliqué de dire aux vendangeurs de laisser des grappes par terre, c'est compliqué de dire aux dames sur les tables de tri, si je vous assure, jetez-le, je n'en ferai rien, je n'en ferai pas quelque chose du niveau de ce que je dois faire. Alors sur les nombreuses grappes que contenaient encore nos pieds de vigne malgré tous nos efforts, oui, nous avons fait le choix de n'en garder que les meilleurs, puisque ce qui est arrivé dans nos cuves étaient des raisins d'exception. Les chardonnays, comme je vous l'ai mentionné précédemment, étaient plus, je vais oser dire facile, mais j'ai pas tellement envie qu'on donne de la facilité à notre métier parce que ça veut dire que vous ne passez pas nos nuits. Mais plus facile quand même, parce que leur mise en œuvre a été plus douce, les pressurages se sont extrêmement bien passés, les rendements en jus étaient très beaux, les états sanitaires étaient magnifiques également. Donc nous avons aujourd'hui des vins blancs d'une grande pureté, avec beaucoup de fruits, avec une maturité et un équilibre. Alors on va certainement me poser la question sur les acidités, donc je vais laisser planer un peu le suspense, mais oui, nos vins blancs sont équilibrés malgré de très belles maturités. Les pinots noirs, après tri, après ces choix difficiles dont je viens de vous parler, offrent un toucher de tanin qui pour moi représente vraiment l'empreinte du millésime. Si nous devions définir une ligne, un socle à la pyramide de nos appellations, sur ce millésime 2023, ce seraient les tanins que je mentionnerais, avec des fruits
pur. Tout le monde nous a parlé, tout le monde a souligné, et je peux vous dire que c'est un très beau compliment, tout le monde a souligné l'élégance et la netteté et la pureté des fruits de nos vins rouges, ainsi que leur fort enracinement dans leurs appellations. Il n'y a pas plus beau compliment à faire à un vinificateur que de lui dire que ses Volnay goûtent différemment de ses Pommard, de ses Corton et puis de ses Savigny, et j'en oublie certainement. Alors c'est le cœur encore plus motivé que cette belle pièce des présidents est sortie elle aussi de la lumière avec un Mazy-Chambertin dans un écrin incroyable pour une cause qui me tient particulièrement à cœur, le bien vieillir. Déjà parce que je vais y aller autant que tout le monde, et parce qu'en fait ces axes de recherche sont aussi totalement liés à celle de la vigne. Le parallèle est tellement facile finalement. Toutes les décisions qui nous animent au jour d'aujourd'hui, indépendamment de celles qui sont faites millésime après millésime, toutes ces décisions n'ont qu'un objectif, c'est celui d'assumer la pérennité de la vigne. Elle aussi, elle doit bien vieillir. Et pour nous aussi, la tâche est ardue, parce que les modifications climatiques, les bouleversements climatiques, parlons de réchauffement, mais pas que, nous montrent que nous allons devoir faire de cette thématique un enjeu majeur. J'ai très bon espoir, pour avoir déjà beaucoup discuté avec ma direction et monsieur le maire, président du conseil de surveillance, que c'est l'enjeu et les enjeux de demain par rapport à l'ancrage du domaine des hospices de Beaune au sein de beaucoup de projets pilotes pourront être menés de front pour essayer humblement de comprendre et d'aider la vigne aussi à bien vieillir. Je sais très bien que la notion, le fait de mettre 753 pièces à la vente dans un millésime supposé au moins aussi généreux que 2022 mérite quelques, j'ai envie de dire explications, parce que je crois que je viens de justifier, mais j'ai pas tellement envie de me justifier, de nous justifier, parce que nous sommes tellement convaincus que c'était les bonnes décisions. Nous sommes tellement convaincus que c'était pour les vins qu'on nous demande de faire, par respect pour tous les acheteurs qui cet après-midi vont mettre beaucoup d'argent dans nos vins. Nous sommes intimement convaincus qu'il était nécessaire de ne garder que les plus beaux raisins. Eh bien, s'il n'était que quelques-uns sur pied, au lieu de tous ceux qui étaient sur pied, alors oui, cela fait que nous arrivons à 753 pièces. Mais les 51 cuvées sont au rendez-vous, les vins sont au rendez-vous, aux acheteurs de lettres. Derrière Ludivine, je n'aurais pas grand-chose à dire. En tout cas, merci d'être venu. We are glad that you are here. Welcome, Jenny. Oui, donc, le président de l'interprofession que je suis se réjouit bien évidemment d'entendre les paroles de Ludivine, et je pourrais donc les coller à la récolte très belle que nous venons de faire. Une récolte qui n'a pas dépassé les 2 millions d'hectolitres, qui les approche fortement, avec 32 000 hectares en production. Nous plantons des vignes tous les ans et nous produisons un peu plus de vin tous les ans. Alors, effectivement, la saison a été extrêmement compliquée, et compliquée au point que notre grande peur est l'accident climatique permanent. La grêle a touché très fortement le vignoble de Meursault et très fortement le vignoble de Mâcon, avec moins de vin dans le Mâconnais cette année que l'an passé. Les prévisions de récolte sont toujours très difficiles à faire, et évidemment ce chiffre d'importance a une conséquence sur les cours, mais Laurent vous en parlera. Je remercie tous les producteurs bourguignons qui arrivent, comme Ludivine, à sublimer leur terroir. Il faut penser, cette année, dans les conditions climatiques très difficiles que nous avons vécues, qu'il n'y a jamais eu de samedi et de dimanche. La Bourgogne est aujourd'hui vers un cheminement de viticulture beaucoup plus raisonné, avec pratiquement 80% des exploitations qui sont engagées
vers une viticulture plus propre, que ce soit bio, HVE ou autre. Et on ne peut que s'en satisfaire. Et puis cette année, au mois de juin, l'interprofession était très fière d'inaugurer la Cité des climats et des vins, projet qu'elle a porté elle-même à Chablis et à Mâcon, et à Beaune grâce à Alain et à son équipe, produit ce bâtiment merveilleux que vous avez tous visité et que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je conseille d'aller voir. En fait, notre idée est que le visiteur moyen qui vient en Bourgogne sait à peu près qu'on fait du vin blanc et du vin rouge. Il faut donc lui expliquer ce qu'est la Bourgogne depuis la mer qui a recouvert nos beaux climats, jusqu'à la bouteille, jusqu'à la dégustation. Et grâce à une scénographie particulièrement réussie qui a gagné récemment un prix très important à New York, le visiteur saura où aller en sortant de cette cité. Nous voulons lui donner envie de Bourgogne, la Bourgogne du vin, la Bourgogne du patrimoine, la Bourgogne de la gastronomie. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors en ce qui me concerne, je vais vous parler un petit peu d'économie, des marchés, d'abord du marché amont, ce que j'appelle le marché primaire, c'est-à-dire le marché qui se passe au sein de la Bourgogne, et ensuite du marché aval, le marché secondaire, c'est-à-dire les expéditions des vins. Vous savez que on sort d'une série de millésimes un petit peu compliqués. Je rappelle 2016, 2019, qui avaient été des millésimes très petits, puis le millésime historiquement petit de 2021, qui avait entraîné une campagne très tendue. Il y avait extrêmement peu de vin à vendre entre la viticulture et le négoce sur ce marché primaire. Nous avons connu ensuite la campagne 2022-2023, c'est-à-dire le millésime 2022, une campagne qui a été très dynamique, puisque après le déficit de 2021, tout le monde avait besoin de reconstituer les stocks. C'est ce qui s'est passé. Cette campagne s'est achevée au mois de juillet dernier, et elle s'est achevée sur des sorties de propriété qui ont augmenté de 24%. Et ce qu'on appelle les transactions, c'est-à-dire vraiment les ventes entre la viticulture et le négoce, qui ont augmenté de 59%. Alors tout ça en comparaison avec un millésime 2021 qui était extrêmement petit, c'est pas étonnant qu'on retrouve des chiffres aussi importants que ça. Enfin, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à la fin de la campagne 2022-2023, on a pu reconstituer partiellement les stocks. Les stocks sont remontés en Bourgogne de 11 mois en moyenne à 14 mois. C'est une reconstitution partielle, ça touche à la fois la viticulture, qui a pu garder plus de stock pour ses ventes en bouteille, et le négoce également, qui est doté avant la campagne 2023, avant le millésime 2023, je parle il y a quelques mois, le négoce qui est noté également de stocks plus importants. Vous savez qu'en Bourgogne, on a besoin de stock. Pour faire notre métier, on a besoin de stock, que ce soit chez les viticulteurs comme chez les négociants, puisqu'on a des produits qui sont des produits de cycle long. Élaborer, vinifier, élever, mettre en bouteille, amener sur le marché des vins à maturité, ça demande d'avoir des stocks, et on a besoin d'avoir ces stocks. On a pu les reconstituer partiellement, pas encore suffisamment assez. Donc la bonne nouvelle de l'arrivée du millésime 2023 est tout à fait encourageante pour nous. Elle va nous permettre à nouveau de reconstituer nos stocks. On devrait retrouver une certaine normale. Et pour cette raison, le début de campagne semble relativement apaisé. Les premiers mois de campagne semblent un petit peu apaisés par rapport à ce que c'était l'année dernière et l'année d'avant, puisqu'on retrouve des volumes qui nous permettent de travailler. Alors quelques mots maintenant sur les expéditions, sur les marchés. Pendant ce temps-là, bien sûr, la situation s'est tendue sur les marchés pour deux raisons. D'abord, notre manque de disponibilité. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. On commercialise encore grandement le millésime 2021, même si on commence à commercialiser des 2022 dans les entrées de gamme. Mais tout ça fait qu'on a eu moins de volume à commercialiser. Et puis deuxièmement également, bien entendu, la situation macroéconomique que tout le monde connaît, que ce soit sur le marché national, le marché domestique, comme à l'exportation. Si je prends
Juste la grande distribution, sur les 8 premiers mois de l'année, les vins de Bourgogne ont suivi la tendance de l'ensemble des produits de grande consommation. Produits de grande consommation, grande distribution, environ moins 3%. Les vins, grande distribution, environ moins 5%. Les vins AOC en grande distribution, qui sont un petit peu plus chers, moins 7%. Et les vins de Bourgogne, eux, moins 12%. Je parle en volume. Moins 12% parce que ce sont ceux qui sont positionnés au niveau le plus élevé. Et c'est aussi ceux qui avaient le plus progressé au cours des 10 dernières années en grande distribution française. Moins 12% en volume, moins 4,7% en valeur. Même les créments de Bourgogne ont été relativement impactés, moins 5,7% en volume, mais une petite progression encore en termes de prix. Si je parle des marchés export, sur les 7 premiers mois, on est à moins 5,9% en volume, pour les mêmes raisons, et une progression encore de 4,8% en valeur. On est encore dans une sorte d'inertie du phénomène qu'on a connu au cours des pratiquement 20 dernières années en Bourgogne et qui a été la montée en gamme et la montée en prix des vins de Bourgogne. Peut-être un petit focus rapide sur quelques-uns des principaux marchés export, notre top 5, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, qui est passé devant le Canada cette année, le Canada et la Belgique, je vais juste parler de 2 ou 3 marchés. Les États-Unis, moins 3,5 en volume, mais plus 4,9 en valeur. Le Royaume-Uni, alors là c'est une surprise très intéressante et ça ne concerne pas seulement les vins de Bourgogne, mais je parlais cette semaine avec des amis gros metteurs en marché de la vallée du Rhône qui ont exactement le même phénomène. Le Royaume-Uni, seulement moins 1,3% en volume et plus 14 en valeur. Alors ça, c'est une surprise extraordinaire pour nous, puisque tout le monde disait qu'avec le Brexit, ce marché allait s'effondrer. On assiste au contraire, on continue à progresser en valeur au Royaume-Uni, et on voit même une sorte de montée en gamme qui nous fait très plaisir et qui nous convient très bien. Le Canada, peut-être un petit mot, moins 22,7% en volume et moins 19% en valeur. C'est un chiffre qu'il faut relativiser parce qu'il y a des questions de logistique très importantes. Post-Covid, la logistique, le fret, s'était énormément tendu au niveau mondial. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs une grande partie de l'inflation. Et les Canadiens, qui sont souvent des marchés à monopole, le Québec, l'Ontario, ont été amenés à faire des stocks très importants. Ils se sont dit, le coût du fret augmente. Là où on importait des vins en 4 à 5 semaines, il faut maintenant 3 à 4 mois. Donc on va constituer des stocks pour continuer à approvisionner le marché. Et maintenant, la logistique s'est régularisée. Et ils ont ces stocks. Donc il faut qu'ils écoulent ces stocks avant de commencer à réimporter. Donc pour moi, c'est une situation qui est plutôt conjoncturelle. Un tout petit mot aussi, vous avez tout ça dans votre dossier, sur le marché australien, qui est un marché qui est maintenant notre 11e marché pour les vins de Bourgogne et qui progresse d'année en année. Alors pour nous, c'est une bonne surprise parce que pendant toute la première partie de ma carrière, moi, l'Australie, c'était des concurrents, en fait. Mais ce qui était très intéressant, c'est que les producteurs australiens ont fait un travail extraordinaire pour éduquer les consommateurs australiens et en faire des consommateurs et des amateurs de vin. Et à un certain moment, ça n'a pas manqué, et bien ils ont commencé à importer également des vins et à s'intéresser aux vins italiens, aux vins espagnols, aux vins français, dont la Bourgogne qui en profite. J'attire votre attention dans le dossier vous avez tous le dossier de presse, sur un graphique qu'on a voulu mettre, que je trouve extrêmement intéressant, qui est ce graphique, qui est l'évolution de la production des vins de Bourgogne sur 54 ans, depuis 1969 jusqu'à nos jours, et c'est extrêmement riche d'enseignements. Je vous invite à le regarder de près. On y apprend beaucoup de choses, on constate beaucoup de choses. On constate que de 69 à 82 à peu près, on avait des variations importantes d'une année sur l'autre. Puis de 82 à 2009, on a eu une progression extrêmement régulière pour notre production et des conditions qui ont été idéales. Et puis 2009 jusqu'à maintenant, à nouveau des variations très importantes d'une année sur l'autre, encore plus importantes, un écart type, pour parler statistique, de plus en plus important et qui est lié bien entendu au dérèglement climatique, dont on constate les effets, avec à la fois des millésimes qui peuvent être très petits, comme 21, et des millésimes qui peuvent être records, comme 2023, puisque 2023, comme l'a dit François, c'est notre record en volume. On voit aussi l'évolution de la surface, qui est rappelée sur ce graphique. On voit l'évolution aussi, la Bourgogne, le blanchissement de la Bourgogne. La Bourgogne produit de plus en plus de vins blancs, et la partie des vins rouges, en proportion, mais en valeur absolue aussi,
a plutôt diminué. On voit aussi la montée en puissance des créments de Bourgogne. Et puis quelques autres enseignements. On voit aussi, ça c'est très intéressant, qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre la taille du millésime, et ça je le dis particulièrement pour 2023, entre le volume du millésime et la qualité du millésime. Les millésimes importants et généreux ne sont pas les moins bons, loin de là. Donc tout ça c'est un peu un changement de paradigme auquel nous amène le réchauffement climatique. Vous trouverez beaucoup d'autres informations dans votre dossier de presse sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. On a parlé de la cité. Juste peut-être un élément, les grands jours de Bourgogne, en mars prochain, du 18 au 22 mars prochain. 2024 sera une année de grands jours de Bourgogne, où nous invitons pendant une semaine, effectivement, les journalistes, les prescripteurs, les professionnels du vin à venir nous rencontrer, à s'immerger dans toute la Bourgogne, depuis Chablis jusqu'au Mâconnais, en passant par la côte chalonnaise, la côte de Nuits, la côte de Beaune. Vous êtes tous les bienvenus à cette occasion. Voilà ce qu'on avait à vous dire, je pense, ce matin. Alors on est bien sûr à votre disposition, tous, les uns et les autres, pour répondre à vos questions, si vous en avez. Clément. Il y a un micro qui arrive. Oui, vous avez une estimation des volumes pour la récolte 2023. Est-ce que vous avez également une estimation de la répartition entre blanc, rouge et crément, s'il vous plaît? Oui, on les a. Alors, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais effectivement, on les a. On a cette estimation qui est le fruit d'une enquête du BIVB. Vous savez que les chiffres définitifs, on les aura au mois de décembre avec les déclarations de récolte. Pour le moment, on a une enquête qui est très précise, effectivement. On se trompe en général à 2-3% près. Donc, les 2 millions, les 1 900 000 annoncés sont assez précis. Philippe, est-ce qu'on a un petit peu de détails sur la répartition blanc, rouge, rosé? Je vais passer la parole à Philippe Lonchepierre, qui est le directeur du pôle marché développement, que je préfère appeler intelligence économique du BIVB. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, on oscille toujours. Là, on a grimpé un petit peu. On est monté facilement à 63% sur l'estimation toujours. Hein, d'accord. Crément, on est à 11-12. Et puis le restant, c'est rouge et rosé. Donc on a constante, comme disait Laurent, une évolution au fur et à mesure de blanc. Voilà. Tu as une question, Guillaume? J'ai dit que vous pouviez poser des questions à tout le monde, pas seulement à moi. Oui, justement, c'était ça. Voilà. Guillaume. N'hésitez pas, c'est vrai qu'on a un peu bousculé l'ordre qui était prévu, donc si vous avez des questions, même pour les associations, pour Sotheby's, n'hésitez pas. Ah si, là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, it's Maya Plint, the UN Brief. We are a publication geared to diplomats in Geneva, but we have public in the US, UK, all over the globe. My question is related to... Ma question est liée au changement climatique. Vous avez dit qu'il y avait un impact en termes des rendements. Vous pouvez nous en dire plus? Qui aimerait nous parler des rendements? C'est une question qui intéresse les Nations Unies notamment. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'adaptation et qu'est-ce qui va impacter la production? On se rappelle tous de 2021, avec un nombre de pièces qui était au plus bas à ce moment-là. C'est notre crainte. C'est le dérèglement climatique. Dans Meursault et dans le Mâconnais notamment. C'est la seule chose qu'on ne puisse pas combattre. On en souffre, tout simplement. Les gros dégâts peuvent être provoqués par différents facteurs. Par exemple, ça peut être la grêle ou ça peut être une sécheresse. On peut parler bien sûr de la résilience
extremely well. vins et The only des thing pieds. we are very afraid of Et is ce the dont on a drought, peur because any vraiment, plant c'est la sécheresse, car can live les only plantes with water. ont absolument And, besoin d'eau. This year, fortunately, Cette année, heureusement, the month of July has le mois de been juillet quite humid, a été and this plutôt is why très the humide. vineyards C'est pour ça didn't que suffer and les vignes et produced, les vignerons n'ont so pas well souffert. with Et a c'est big pour ça crop, qu'on a une on each vine. récolte aussi généreuse, je dirais. Is it okay? Peut-être un petit commentaire encore en termes d'adaptation, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de vignobles, mais bien sûr, les hospices de Beaune sont en train d'arriver à 2024 complètement organiques, c'est un pas vers la protection de l'environnement et un impact global sur la région, j'imagine. Aussi, il y a la Champagne Telmont à Champagne qui maintenant, Leonardo DiCaprio, comme vous connaissez, c'est la célébrité, l'acteur célèbre américain, qui est aussi un investisseur. Alors, vous voyez aussi qu'il y a plus de mouvements vers ça, investisseurs dans la région qui se préoccupent de cette question. Je vais peut-être vous donner quelques précisions sur le changement climatique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de professions, je le fais en français, il n'y a pas beaucoup de professions qui ont été autant impactées et autant sensibilisées au changement climatique que les producteurs et que les producteurs bourguignons. Et je pense que si on regarde ce qui s'est passé au cours des 20 ou 30 dernières années en Bourgogne, une grande partie des évolutions qu'on a connues sont explicables en fait par le changement climatique. Paradoxalement, on a en partie bénéficié du réchauffement climatique. Ce qui a fait le succès des vins de Bourgogne ces dernières années, c'est deux phénomènes. En fait, c'est l'évolution du goût des consommateurs vers des vins avec plus de fraîcheur et d'élégance, et en même temps le fait que grâce au changement climatique, je dis grâce, les vins de Bourgogne sont devenus plus gourmands et plus réguliers dans leur production. Et les deux phénomènes se sont retrouvés à un certain niveau. Il n'empêche qu'effectivement, nous voyons tous les jours dans notre travail les effets du réchauffement climatique et du changement climatique. Nous devons faire attention et chacun à son niveau. Vous savez, les viticulteurs, les vignerons, ça fait partie de leur ADN de s'adapter. Ils s'adaptent en permanence, tous les jours. Il pleut, ben ce matin je ne vais pas aller tailler, mais j'irai cet après-midi parce que le beau temps va revenir. Ça fait partie de l'ADN des vignerons. Et ça, on le fait à l'échelle des exploitations. Je donne juste un exemple que je serais heureux de développer à l'occasion. Je pense que par exemple la montée en puissance de la vinification avec des raisins entiers ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, c'est une adaptation au réchauffement climatique. On le fait aussi au niveau collectif, au niveau par exemple du BIVB, où on a de multiples sujets d'études sur effectivement l'adaptation de la plante au changement climatique et l'adaptation de nos techniques de vinification. Mais ce qui est important en fait, c'est qu'il ne faut pas simplement s'intéresser aux conséquences du réchauffement climatique, parce que quand on travaille sur l'adaptation de la plante et quand on travaille sur l'adaptation des vinifications, on travaille sur les conséquences, il faut s'intéresser également aux causes. Et là, on vient de prendre en Bourgogne une orientation très importante et structurante, je dirais, qui est en fait de se lancer dans un plan de neutralité carbone à l'horizon 2035. Notre objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2035. C'est notre plan qui s'appelle Objectif Climat, qui entraîne la totalité de la Bourgogne et qui va se faire de différentes manières. On a fait notre bilan carbone, on a identifié quels étaient les principaux leviers pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre, et c'est essentiellement le poids des bouteilles, c'est-à-dire c'est essentiellement le transport des vins. Et dans le transport des vins, il y a le poids de la bouteille qu'il faut diminuer. Et c'est également les transports à l'intérieur de la région. Donc on va faire toute une série d'initiatives pour diminuer nos gaz à effet de serre jusqu'à un niveau incompressible, parce qu'en dessous de ce niveau-là, il n'y aurait plus d'activité économique, si vous voulez. Et une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, qui est de baisser d'à peu près 60% nos gaz à effet de serre, les 40% restants, l'objectif sera de les compenser, mais de les compenser dans nos territoires, c'est-à-dire dans les vignes, autour des vignes et au-dessus des vignobles, dans les forêts de nos territoires locaux, en densifiant notamment les forêts. Donc c'est un objectif très ambitieux et un plan sur lequel nous nous lançons. Et il va falloir entraîner avec nous les 4000 ou 4500 producteurs bourguignons, dont la plupart, surtout les jeunes générations, sont très motivés. J'espère que ça répond à votre question. Avez-vous d'autres questions? Guillaume. Micro.
Mathilde, voilà, micro pour Guillaume. Bonjour à tous. Guillaume Barouin, les buvologues. J'ai une question pour Monsieur Corr. Vous avez évoqué les projets d'investissement et notamment vous avez parlé de la cuverie des hospices. Ça va être pour l'année prochaine, c'est sur quel planning? C'est encore en discussion avec Madame Griveaux, voilà. Donc, mais en tout cas, c'est bien dans mes tablettes. Vous savez, j'ai pris mon poste il y a 1 mois et demi. Et effectivement, dans mes tablettes, j'ai bien des travaux à la cuverie. Donc, on va essayer d'intégrer à notre plan d'équipement, qui est pluriannuel sur les 10 prochaines années. Vous avez vu les montants importants. Donc, on espère avoir une bonne vente cet après-midi. Ça nous aidera à l'intégrer le plus rapidement possible, mais aussi en fonction des contraintes de production, évidemment, que je verrai avec Madame Griveaux. Et en tant qu'hospice civil, est-ce que vous pourriez prétendre à des aides agrimaires pour le financement d'une nouvelle cuverie? Non. A priori, ouais. Non. Vous avez la générosité des acheteurs. Exactement. Ça compense. C'est pour ça qu'on a plus que jamais. C'est une chance et c'est vrai qu'on est un producteur à part dans la Bourgogne en étant un hôpital. Est-ce que vous avez encore des questions? Une question à nouveau, excusez-moi pour le BIVB, Laurent ou François. On voit dans votre schéma que la croissance des surfaces plantées en Bourgogne a une incidence sur les volumes. Quelles sont les surfaces plantées aujourd'hui en Bourgogne et comment ont-elles évolué depuis l'année dernière? Alors on le voit bien sur le graphique qu'on vous a donné, on est à 32 000 hectares à l'heure actuelle. 32 000 hectares plantés, c'est vrai qu'il manque l'échelle en surface sur le graphique. Et je crois que la surface a dû augmenter d'environ 300 hectares depuis l'année dernière, donc à peu près 1%. Bien entendu, en Bourgogne, il y a une grande partie de la Bourgogne, les grands vignobles, la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, qui sont déjà plantés pratiquement à 100%. Mais il y a encore, notamment dans les appellations régionales, et je pense notamment à une région qui m'est chère, qui est les Hautes-Côtes, on a encore pas mal de possibilités d'extension du vignoble. On peut continuer à augmenter le vignoble. On le fait de façon extrêmement raisonnable, de façon contrôlée chaque année, de manière à éviter justement un décrochement et un dévissage brutal. Merci beaucoup. C'est juste pour compléter ce que vient de dire mon confrère. Jusqu'à combien on peut aller? 32 000 hectares J'ai pas les chiffres, mais on pourrait monter à pratiquement 50 000 hectares. On est à 32 000. Donc il y a un potentiel très important. C'est étonnant quand on dit ces chiffres, parce qu'effectivement, c'est pas dans l'esprit... encore une fois, on veut piloter ça de façon extrêmement prudente et raisonnable. On voit ce qui s'est passé dans d'autres régions qui ont eu les yeux plus gros que le ventre, si j'ose dire. Donc on y va de façon très raisonnable et ça concerne essentiellement les appellations régionales. Chablis, par exemple, a beaucoup progressé ces dernières années, mais Chablis arrive maintenant près de son maximum. Donc ce n'est plus à Chablis que ça va progresser, mais plutôt les appellations régionales. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va vous donner rendez-vous pour la vente cet après-midi. Guillaume? C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a tenu le timing en plus, donc c'est très bien, parce que si j'ai appris quelque chose dès ma première réunion de préparation, c'est que le timing était très important aujourd'hui. J'ai bien retenu la leçon, donc je vous remercie, et puis passez une très belle 163e vente des vins, et à tout à l'heure. Merci.